Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en gare de La Roche-Migène pour les Journées du patrimoine. Et tout d'abord, je viens pour ça, voilà. On a une exposition de locomotives préservées à la Rotonde. Allez, go! Avant de commencer cette vidéo, petite précision sur le contexte. Nous sommes le week-end des Journées du patrimoine 2025, les samedis 20 et dimanche 21 septembre. Comme chaque année, la SNCF et les associations de préservation de matériel ferroviaire organisent des journées de visite guidée et l'un de ces événements s'est déroulé à la rotonde de La Roche-Migène, auquel j'y ai participé cette année. Géographiquement, celle-ci se situe au centre du village de Migène dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu'à proximité de la gare de La Roche-Migène, sur la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, dite PLM. Historiquement, elle a été construite il y a plus d'1 siècle, en 1920, ayant la particularité d'être semi-circulaire. Elle a servi à l'origine à stocker les locomotives à vapeur, de les entretenir et de les réparer pour leur prochain service. Grâce au pont tournant, les machines étaient orientées puis dirigées vers les voies rayonnantes du bâtiment. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et avec la fin progressive de la vapeur et l'évolution du matériel roulant, la rotonde a perdu son rôle initial. Aujourd'hui, elle sert au stockage de matériel ferroviaire préservé, en parade avec deux associations. L'ARCET, Association Rhône-Alpine de conservation d'engins thermiques, fondée en 2010, et l'ACFL, Association ferroviaire de conservation de locomotives. Bref, trêve de bavardage, et c'est y part pour commencer la visite. Je vous souhaite un excellent visionnage. Parfait, merci. Merci. Allons-y. Donc là, on a un tas de maquettes. Donc là, visiblement, ça a l'air d'être toute une famille de 2D2, par ici. Là, on a tout un paquet de plaques. Waouh, franchement, top. J'aurais de quoi m'acheter, je pense. En ce qui concerne les engins présents lors de cet événement, on a pu retrouver une voiture Corail Pilote B6 Dux ex-Auvergne-Rhône-Alpes, la BB 7321 TER Bourgogne, surnommée aussi Ketchup Mayo, la 2D de 9135, la CC 72064, un des derniers exemplaires de la célèbre série, la BB 8511 Béton, et une voiture Corail très particulière et très rare, la voiture ambulance. Donc là, on a la 2D2 9135 là. Impressionnante, waouh. Et la fameuse vanille fraise 7321. La voilà. La belle bête. C'est impressionnant. Je suis épaté, franchement, incroyable. Je sens que ça va être top. Bien. Dans un premier temps, on va monter dans la vanille fraise qui a effectué des TER Bourgogne entre Paris, La Roche-Migène et Lyon jusqu'en 2023 avant le remplacement par des Réjolis tout neufs. Avec sa livrée unique en son genre que je trouve fabuleuse. Allez, allons-y. Hello. Bonjour. 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 Attention à la tête. Ouais, lui, c'est bon. On a encore un peu de place. Allez, encore un peu. Allez, ça rentre en stade. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. C'est tout. C'est pour t'en prendre des sardines. Donc bon, ben voilà notre locomotive appelée Vanille Fraise. Alors Vanille Fraise parce que jaune d'un côté, rouge de l'autre. Donc bon, pour info, c'est quand même les couleurs de la Bourgogne.
C'est-à-dire que toutes les rames Bourgogne, comme celle qui passe ici, là, les BGC, ont rouge d'un côté, jaune de l'autre. Et donc, la région Bourgogne, quand elle a voulu faire des essais de peinture sur les 7200, donc elle avait trouvé ce système-là, jaune et rouge. Bon, au départ, c'était pas terrible. Après, non, parce qu'il n'y avait que le jaune d'un côté et le rouge de l'autre, et sur les côtés, c'était tout gris, donc c'était vraiment horrible. Mais depuis, ils ont rajouté les logos, un grand logo Bourgogne, ils ont rajouté TER, et puis une petite bande en bas, jaune, bleu, rouge, donc là, après, elle devenait vraiment acceptable. Comme sur vos voitures corail. Mais il n'empêche qu'il n'y en a eu qu'une seule. Donc là, vous êtes sur un exemplaire unique au monde. Eh oui. Sachant qu'il y a quand même eu 240 le 7200, mais il n'y en a qu'une qui est dans cette livrée-là. Et donc c'est pour ça qu'on s'est débrouillé de la récupérer quand elle a été, enfin pas ferraillée, mais Radié. voilà, merci. Quand elle a été radiée, elle était à Dijon, et donc on a essayé de faire ce qu'il fallait pour la récupérer, parce que en fait, elle a fini les 10 ou 15 dernières années de sa vie sur la ligne ici entre Paris. Elle faisait les omnibus Paris-La Roche, puis elle faisait les semi-directs Paris-Dijon-Lyon. Donc elle a fait pas mal d'années. Elle a eu de belles heures de gloire. Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'on a voulu la récupérer, parce que elle est typique de la Bourgogne. Donc voilà pour un peu l'historique de cette machine. Sachant que quand elle a été radiée, donc elle avait dépassé les 8 millions de kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Bon, il y a plus. Hein. Toutes les 15 000 ou presque, elles ont dépassé les 10 millions. Et puis même d'autres machines, d'autres 8 000, d'autres 7002 ou autres ont dépassé aussi les 8 millions. Parce que donc, si vous voulez, cette machine, en fait, bon, il y en a eu 240 en version 7200, mais elle fait aussi partie de, comment dire, de deux autres séries cousines, à savoir les BB 15000, et donc elles sont aptes uniquement pour 25 000 volts 50 Hz, et puis les 22200, qui elles, donc c'est la version bicourant des deux, c'est-à-dire la somme des deux, 7200 plus 15 000, et les 22200, elles sont aptes à rouler aussi bien en 1500 volts continu comme ici, et en 25 000 volts 50 Hz comme les 15 000. Bon, et donc ces trois sous-séries font une énorme série de 500 machines qui sont toutes construites sur le même principe. Même caisse, même cabine, même moteur, même bougie. Seule différence, c'est l'équipement électronique qui est en liaison avec la tension d'alimentation. Donc les 7200, c'est du courant continu. Donc l'électronique de puissance est composée de hacheurs qui hachent le courant continu pour ne prendre que la portion de courant dont on a besoin pour faire le train. Le reste, on n'y touche pas. Donc c'est des machines économiques en énergie. Bon, la 15000, c'est le même principe, sauf que c'est pas un hacheur, mais on joue sur l'angle d'allumage des thyristors sur l'alternance alternative, et donc ça fait pareil, on ne prend que la quantité de courant dont on a besoin. Et la 22200, qui est la somme des deux, c'est en fait, électroniquement parlant, c'est une 7200, mais qui a à son bord sa petite sous-station. C'est-à-dire qu'elle a, en plus de la 7200, elle a un transformateur et un redresseur qui permet de faire du 1500 volts continu, qui lui-même après est réinjecté dans le circuit, comme sur cette machine. C'est-à-dire qu'en gros, le bloc d'appareillage de la 22200, c'est un bloc d'appareillage 7200 avec en plus une petite sous-station. Mais la 22000 se comporte comme une 7002 et non pas comme une 15000, qui est totalement différente. De toute façon, la conduite, c'est toujours la même, quoi. Sur tous les... Ce qu'on a vu, là, Vous avez vu quoi, la 72 000 aussi, ouais. La Ouais, je bleue, crois que c'est la diesel, oui. ouais. Ah bah, le pupitre, en gros, le pupitre est le même. Parce que le pupitre, tout au moins cette partie-là, de là à là, c'est ce qu'on appelle le pupitre PUF, pupitre unifié fonctionnel. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les machines qui sont sorties à partir de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80, on va dire, en gros, donc pendant 20 ou 25 ans, ils étaient tous avec le pupitre à peu près de la même
la même ergonomie, la même forme. Alors après, ça changeait en fonction des engins, parce que, par exemple, sur la 72 000, il n'y a pas de vitesse imposée. Donc, à la place, ici, vous avez un espèce de rond avec une petite lucarne qui permet de voir sur quel camp de traction il est. Mais en gros, tout le reste, bon, les appareils de mesure, ils n'ont pas besoin de tous les ampèremètres et tout ça. Ça varie suivant les engins. Mais en gros, la disposition est la même. Hein. C'est ce qu'ils appellent donc le pupitre unifié, quoi. Donc, et puis, donc là, pendant 20 ans ou 40 ans, on va dire, c'était ce pupitre-là qui a été utilisé sur les machines. Maintenant, c'est différent parce que maintenant, ils n'ont plus que 3 ou 4 écrans comme ça. Et puis au milieu, ils ont un manipulateur avec un seul levier. On pousse, traction, on tire, freinage. Ça simplifie. Et puis il y a les écrans KBB. Tout le monde peut conduire un train, quoi, non? Non, Avec il une bonne faut formation. un permis. En quand théorie, même. mais d'accord, mais en bon, théorie, c'est tout le monde facile. pourrait. Maintenant, la formation est très beaucoup longue. plus facile, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est facile. Bon, c'est vrai que c'est facile. Mais la théorie est très longue parce que, en fait, physiquement, mais la conduite en elle-même est facile. Par contre, pour obtenir l'examen, il y a des tonnes de documents, de règlements ou autres. Moi, j'en connais pas le quart du dixième. Hein. Parce que quand il faut se torturer le règlement, Bah oui, déjà, faut de la rigueur. il y a de quoi. Oui, non, mais même la rigueur, ça suffit pas. Il faut de la mémoire, il faut. Oh là là, il faut. C'est pas si facile qu'on veut bien le dire. Hein. Non, non, c'est. Ça, C'est costaud la formation, mais après la conduite en elle-même, c'est un peu plus. Ah bah c'est facile la conduite. Il y a plus d'assistance qu'avant, quoi. Oui, bah oui, oui, oui. Ça demande moins d'anticipation par rapport aux anciennes machines. Ah bah. Le 6500 par exemple, ça demandait un peu plus d'anticipation vu qu'il fallait passer l'écran. Oui, bah oui, oui, oui. Que Mais- maintenant, il y a tout, comme vous dites, il y a tout à l'écran. Ah bah ou même celle-là. Même celle-là, une fois qu'on a affiché l'intensité, Mm. il n'y a plus rien à faire. Puis avec les toutes nouvelles, quand vous descendez les pentes, vous avez le régulateur et puis ça freine tout seul. Ah bah elle l'a Vous avez déjà le celle-là. cellulaire. Ah Il oui, l'avait avec celle-là déjà. Ah bah, depuis la BB 15001 en 71, il y a la VI, vitesse imposée, qui est l'équivalent du régulateur de vitesse sur les voitures. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, il est déjà sur la position VI. Donc avec ce levier-là, on indiquait ici la vitesse qu'on voulait, par exemple 120. Donc on réglait 120. Ici, on réglait l'intensité maximale qu'on ne voulait pas dépasser. Et là, Après, on allait faire la sieste. ouais, J'exagère. Donc voilà en gros notre engin. Merci à vous. C'est bien, nickel. De rien. Très belle machine. Ah bah oui. Et merci. Allez, Merci bonne beaucoup. fin d'après-midi. À vous aussi. Bonne fin de visite. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Donc voilà, la visite de la 7321 est finie. Maintenant, on va passer à la grosse bleue. En fait, non. Eh ben non, en fait, je vous ai menti. La 72 064, ça attendra pour la partie 2. Bonjour. Voilà, tu vois, ben voilà, hein, on fait le circuit. Bonjour. Bonjour. Elle date de quand cette locomotive? Eh ben, 1950. 1950. Et puis elle a servi pour l'électrification, disons, de La Roche à Dijon en 1951. D'accord. Et c'est là que il y a la plaque Mistral, parce qu'elle a remorqué effectivement le Mistral hein, au départ, disons en 51, 52. Parce qu'après ils ont été détrônés par les CC 7100, disons. C'est pour ça que cette série, il n'y en a eu que 35 de fait. Parce qu'elles ont été vite détrônées par la nouvelle génération de locomotives qui étaient dans les cartons, hein, qui étaient les CC 7100, qui étaient adhérence totale, qui étaient disons, déjà beaucoup meilleures, disons, comme machine. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont arrêté la fabrication. Alors tout ça, c'est pour passer les vitesses, tu vois, parce que pareil, on a 3 vitesses si tu veux pour augmenter, disons, la vitesse de la machine. C'est un peu comme les boîtes manuelles sur les voitures, non? Ouais, voilà. Disons qu'il fallait amener le courant, disons, dans les moteurs de 0 volts à 1500 volts. Donc ça se faisait en trois couplages, série parallèle, parallèle. Série, les 4 moteurs branchés en série, 375 volts dans les moteurs. Après série parallèle, 750. Pardon.
750, deux moteurs et après 1500 volts chaque moteur, disons. Sinon, tu attends. Donc pour arriver à ça, donc il fallait éliminer, disons, les résistants et les graduateurs, disons. Là, au grand 16, donc en série, on avait 375 volts au moteur, chaque moteur. Donc là, on fallait redescendre XP pour pouvoir passer. Tac. De nouveau, on éliminait le rhéostat jusqu'au grand 16. Donc là, on avait 750, 750. Une fois que c'était stabilisé, on reprend encore la vitesse, parallèle. Tac, on passait parallèle. Et de nouveau, on l'a éliminé. Le grand 16, donc là, on avait 1500 volts à chaque moteur. Et si c'était un train de voyageurs qui était lourd, donc on n'avait pas encore atteint la vitesse, on pouvait chanter ici les inducteurs et on remettait encore de l'intensité dans les moteurs. Et on en avait besoin, disons, c'est vrai. Hein. Quand on avait des trains vachement lourds. Elle pouvait aller jusqu'à quelle 140. 140. C'était déjà bien, quand même. Oui. Le frein de la machine. Le frein du train, quand on a remorqué un train, c'était ce frein-là. Mais là, c'est normal, t'as pas entendu depuis qu'il n'y en avait pas sur le deuxième. Que sur le premier. Par rapport aux autres machines, si vous avez vu celle-ci, là, bon, c'est un frein électrique, hein, il y a juste un petit levier, disons, à déplacer hein, pour freiner, c'est pas du tout ça. Hein. Et sur les voitures Corail, des freins pneumatiques aussi. Non? L'électro, là, qu'il y avait sur les voitures Corail, oui. C'est-à-dire que chaque voiture de voyageurs avait son système de freinage. Et là, ben là avec ça, c'était pas bon, là. Avec ça, avec le frein Corail, voiture Corail, on l'a remorqué, mais on pouvait pas le mettre. On pouvait pas mettre le FEP sur les voitures Corail. C'était pratiquement isolé, il n'y avait que le frein normal qui pouvait marcher. C'est pas compatible avec les Corail, en fait, non? Ben, si, on pouvait remorquer, on pouvait les remorquer. Mais le FEP, donc le frein à haute puissance qu'il y avait, si on avait le frein électrique, il marchait pas. Il marchait qu'en frein normal, disons. D'accord. Mais on pouvait remorquer, hein, les voitures Corail, j'en ai remorqué. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer ça Non, Non, tu touches pas. Tu veux tourner? Toi, c'est pour avancer pour avancer. Oui, je peux accélérer. L'accélérateur. C'est l'accélérateur, c'est quoi? C'est pas Mais un... l'aiguille noire, elle sert à quoi? L'aiguille noire. Le noir il suit pas, là c'est parce que le noir c'est quand, disons, la mécanique derrière se met en route. Donc là, on n'est pas en essai, là on est simplement en démonstration, disons. Oh, dis donc. Oh la vache. On va visiter cette bête-là, une BB 8500. Donc ici, on a un locotracteur. Alors, si vous avez une idée ce que c'est ce locotracteur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis preneur. Sachant que je ne connais pas du tout ces engins. Oh, bah dis donc, une belle béton. Regardez-moi ça, la taille d'un essieu quand même. Impressionnant. Elle est en rénovation, hein, en restauration pour l'instant. C'est une bébé à l'origine 8500. Hein. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, une répartition du matériel par activité. Ce qu'on appelle. Alors le 1, on a mis des chiffres devant. Le 1, c'est grande ligne. Le 2, c'est des régions. Hein. Et le 4, c'est marchandises. Hein. Le 8, c'est manœuvre. Hein. Typiquement, quoi, voilà, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu ça. Mais à l'origine, ces locomotives-là faisaient un peu tous les types de trains. Hein. Des trains de grande ligne, des trains de marchandises. Après, elles ont été affectées à la banlieue. Hein, elles fonctionnaient ce qu'on appelle en réversibilité, c'est-à-dire que soit le conducteur était ici, tirait le train, soit il était sur une voiture pilote et la machine poussait. Elle était commandée. Comme la pilote de tout à l'heure. En connaissant sa voie, avec des corails. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Ah ben, celle-là, celle qui est là-bas, hein, je pense qu'elle était en Savoie avant, hein, Rhône-Alpes.
Possible. C'est possible. Je pense que alors la commande se faisait avec enfin il faut un certain nombre de câbles électriques pour communiquer avec la machine. Hein, au début c'était ça, il y avait pas mal de câbles et puis après ça a été fait par multiplexage. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est un peu comme le port USB finalement. Il y a pas mal d'informations codées qui passent dans un seul câble. Voilà. Et ça marche. Mais pas celle-là. Je pense que c'est la corail là-bas. Au début, c'est une commande classique et elle a été modifiée pour le multiplexage. Voilà. Donc voilà à quoi servaient ces machines. On va peut-être passer directement à ça. Là, vous avez une surface pour mettre l'itinéraire. Hein, du temps où c'était papier, vous aviez plusieurs feuilles éventuellement, de telle zone à telle zone, kilomètre temps. Il fallait une connaissance de la ligne. Il faut rouler à telle vitesse. Il peut y avoir des ralentissements, etc. Il y a un carnet de bord aussi qui vous annonce des modifications. Et etc. Vitesse limite. Hein, bon. Et puis vous avez la signalisation sur la voie aussi qui vous confirme. Donc il faut vraiment une connaissance de ligne. Il faut parfois anticiper. Alors maintenant c'est remplacé par une tablette, hein, mais c'est pareil. C'est comme sur la route. Ouais. Comme sur les Tesla, je suppose. Oui. Alors après, ben, on peut commencer par là. Tiens. Alors ce volant, c'est pas pour tourner, hein, évidemment. Ah bah non. Non. C'est pour l'accélération, je parie. C'est ça, l'accélération. Oui. On m'avait laissé conduire une fois une BB 22200 la nuit. Enfin, j'étais avec le conducteur. Hein. J'ai vu un chevreuil passer, j'ai eu le réflexe de donner un coup de volant, mais je me suis dit non, c'est idiot. C'est complètement idiot. Ah. Je ne l'ai pas fait, évidemment, mais les habitudes avaient dur. Hein. Je ne suis pas cheminot. Le Hein. réflexe. Oui, voilà. Donc, ce qu'on fait, là, le poste de conduite est bloqué. Hein, parce qu'il faut des clés spéciales pour mettre en route la loco. Il y a la clé de la boîte à levier, il y a la clé pour les pantographes, il y a une clé pour le freinage, il y a une clé pour la réversibilité. Enfin, on ne peut pas démarrer la loco comme ça. Hein, une fois qu'elle est mise en service, il y a des boutons à manipuler, il y a le compresseur qui donne de l'air, etc. Hein. Mais bon, normalement, là zéro, il n'y a rien qui se passe. Pour mettre, il y a aussi le sens de marche. Hein. Quand on est sur stop, on est une position intermédiaire. Quand on veut passer, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez du 1500 volts. Hein. C'est le caténaire 1500 volts et on doit alimenter les moteurs de traction, qui sont des moteurs à courant continu, c'est des bobinages en cuivre. Si on envoie 1500 volts là-dedans, ça grille. C'est un court-circuit. Alors ce qu'on fait, c'est impossible. Hein. Et puis c'est pas progressif du tout. Hein. Là, c'est même pas la peine. Ce qu'on fait, c'est qu'on élimine, on met des résistances entre la caténaire et les moteurs de traction, hein, c'est dans l'appareillage, dont on fait varier les valeurs. Hein. On élimine petit à petit les résistances et on dit qu'on passe l'écran. Hein. Donc on passe l'écran ici, il y a un graduateur qui bouge avec des servomoteurs, c'est à l'intérieur. Hein. C'est à l'intérieur du couloir. Ouais. Il y a des servomoteurs qui mettent les résistances dans les positions qu'il faut. Voilà, et petit à petit, comme ça, on peut monter la tension. Hein, et en fait, là, les intensités au moteur de traction, au début, elles sont élevées au décollage du train, et après, elles diminuent. Puis on prend de la vitesse. Alors, au décollage du train, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de beaucoup d'intensité. Et ça dégage de la chaleur et il faut ventiler. Alors ce qu'on entendait souvent dans ces machines-là, on entendait clac, clac, clac les crans qui passaient, les servomoteurs, et puis aussi le ventilateur qui ventilait la chaleur excessive. Voilà, donc on passe l'écran, hein, il y a plusieurs systèmes pour éliminer les résistances et c'est comme ça que ça se passe. Alors, en cours de route, il y a des sécurités, hein, il y a ce qu'on appelle la veille automatique à contrôle de maintien d'appui. Alors c'est ce qu'on appelle un cerclo. Il faut l'actionner régulièrement. Hein. Il ne faut pas non plus imaginer mettre un bout de ficelle ici et puis regarder ailleurs. Hein. Ça ne marchera pas non plus. Si on ne fait pas ça régulièrement, on a une sonnerie d'alerte et si on laisse faire, la loco s'arrête. C'est pour le train s'arrête. C'est pour que la loc sache que le conducteur est toujours en vie. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le VACMA. Le VACMA, c'est ça. Avec les pédales. Avec les pédales ou avec ça. Voilà. Alors, sinon, il y a un autre système qui est apparu. Il y a eu un grave accident en gare de Lyon. En 88. Oui, c'est ça. Et ils ont installé un nouveau système complémentaire, c'est le KVB, contrôle de vitesse par balise. Alors, en fait, vous avez
il y a des paramètres à rentrer dans le KVB. Vous avez la vitesse du train, hein, si c'est un marchandise, un voyageur, son tonnage aussi, hein, et puis le numéro du train, etc. Et vous rentrez une courbe de décélération aussi, un coefficient de décélération, si vous devez vous arrêter, et vous le rentrez aussi. Le coefficient est donné en fonction de la longueur du train, etc., et de son tonnage, par une fiche, hein, un ABAC, et en fonction de ça, donc vous roulez, bon, vous voyez un signal orange, vous devez décélérer, hein, ou alors une limitation de vitesse, vous devez les décélérer, vous devez respecter la courbe. Si vous décélérez trop doucement, bah, la loco va s'arrêter. Et après vous allez vous faire en guirlandais. Voilà. Parce que bloque tout, il faut... Oui, c'est une réglementation très stricte. D'accord. Voilà. Alors ça c'est pour... Mais alors pour que ça roule, il faut que ça puisse freiner aussi. Hein, il y a plusieurs systèmes de freinage. Alors, il y a comment ça marche. Donc, vous avez un compresseur, hein, vous avez un réservoir principal qui est en bas de la loco, vous avez dû voir. Hein, alors, il faut que la pression soit suffisante. C'est l'aiguille rouge, ça doit monter à 7 ou 8 bars. Hein, d'accord. Voilà. Vous avez une aiguille blanche en dessous, c'est un réservoir égalisateur qui va faire un tampon entre le réservoir principal et la conduite, ce qu'on appelle la conduite générale. La conduite générale, c'est une conduite qui court dans la locomotive et dans tout le train. Et, hein, il y a des accouplements pneumatiques qui se font. Hein, il y a les crochets d'attelage, mais il y a aussi les accouplements pneumatiques qui envoient de l'air dans la conduite générale. Donc, quand vous pouvez rouler, la conduite générale doit être à 5 bars. Okay. Voilà. Imaginons que on veuille freiner. Hein, donc, il y a plusieurs systèmes. Bon, il y a celui-ci qui freine tout le train, hein, donc serrage, desserrage. Mais vous pouvez serrer, puis desserrer un petit peu, enfin c'est modérable, quoi. Hein. Vous allez faire une dépression, hein, plus ou moins importante selon la vitesse à laquelle vous roulez, et puis le tonnage, etc. La conduite générale, ça va chuter. Hein. C'est quelques dixièmes de bar, hein, souvent, c'est pas énorme. Hein. Il y a un comparateur, hein, ce qu'on appelle un distributeur, dans chaque voiture ou wagon, qui va comparer la pression de la conduite générale à la pression qu'il a dans ses propres réservoirs auxiliaires. Hein, parce qu'il faut aussi gonfler la rame avant. Hein. Il faut gonfler les réservoirs auxiliaires. Hein. Pour ça, des fois, dans le long de la rame, on entend psh, ça se gonfle tout doucement. S'il y a une différence, les réservoirs auxiliaires vont se vider, en partie, vont serrer des cylindres de frein qui sont sur chaque voiture. Donc tout le train freine comme ça. C'est pas seulement le loco qui freine, ça marcherait jamais. Enfin, si toute seule, vous avez ce qu'on appelle le frein direct qui serre ou qui dessert la loco toute seule. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La pression en conduite générale baisse et la pression au cylindre de frein, on la voit monter. Alors aussi, quand vous allez faire un train, il y a toute une série de tests à faire. Il y a quelqu'un qui est au bout de la rame, qui dessert, etc. Puis le conducteur voit que ça chute et on peut pas faire. Il faut que ça soit en accord, et correctement fait, quoi. Voilà. Bon, bah, sinon, en gros, vous avez la radio pour communiquer avec les gares. Il y a des canaux radio. Bon. Le bouton rouge vers vous là devant, c'est quoi? Le petit bouton. C'est un acquittement, ça. Je pense que c'est ça, acquittement, signal fermé. C'est pour dire qu'on a bien vu les choses. Voilà, quand il y a une particularité. Voilà. Bouton poussoir BP, bouton poussoir, il y a toute une codification. Ça, c'est pour lever les pantographes. Il y a aussi les feux, enfin bon, etc. Bon, je vais peut-être... si vous n'avez pas de si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et cette locomotive a eu quoi comme carrière au cours de sa vie? Grande ligne, régionale, marchandises, banlieue, et elle a fini pour remonter les voitures corail. D'accord. Ou les voitures marchandises, depuis la gare des voitures marchandises, les voitures non corail avant. Depuis, non, c'était surtout des corails. Hein. C'est dans les années 2000. Depuis les gares, hein, le train arrivait, elle était à l'autre bout, elle tirait la rame corail pour aller au lavage. Ouais. Voilà. Et là, elle est en retraite depuis combien de temps? Ça fait quand même déjà pas mal de temps, ça fait peut-être une dizaine d'années. Hein. Ouais. Ouais. Elle était à Charleville-Mézières, voilà. Et puis il manquait de place, il y a une rotonde aussi. Quelqu'un a repris une partie de la rotonde, il nous a fait cadeau. Bon, super. Oui. Ça nourrit l'association et la Voilà, rénovation. oui, un jour elle sera peut-être réparée ou dépannée.
Eh ben, on va y aller. Eh ben, merci pour tout, Je monsieur. vous en prie. Merci. Bonne continuation. Allez, on descend, Moulou. Également. Je laisse l'essuie-glace tranquille. Bon, alors l'essuie-glace, bien sûr, il peut être électrique. Hein. Ben là, c'est quand il y a une panne. Alors, face à la loco pour descendre. Hein. Allez, Manon, tu montes le chemin. Je Bon, il y a te le suis. frein à main, mais ça, c'est quand la loco est à l'arrêt, évidemment. Ouais. Sinon, ça marche pas. On peut pas freiner comme ça en roulant. J'imagine. Voilà. Waouh. Hop, voici une petite vue vite fait. Ok, donc là on a Régiolis pour Paris qui se met en place. Ce sera tout pour cette première partie de la journée. Prochainement, dans la partie 2, on continuera la visite des locaux avec, promis, juré, craché, la CC 72 000, ainsi qu'une petite surprise inattendue lors de mon arrivée sur place. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie en espérant qu'elle vous aura plu, et puis à bientôt pour la suite au prochain numéro.